TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour le 20h de ce jeudi. Au sommaire, la 7e réunion de la 2e session de l'année 2022 du cadre permanent de concertation. Les travaux ont porté sur la politique de protection de l'environnement au Togo. Nous allons y revenir plus en détail dans un instant. Également, dans cette édition, la rencontre des ministres de la Santé de l'Alliance du vaccin Gavi et qui s'est déroulée en marge de la 72e session du comité régional OMS Afrique. C'est pour faire le point des travaux tenus à Genève, en Suisse. Et puis, nous irons en fin de journal à Blita pour la première édition de la lutte traditionnelle codifiée. Plusieurs équipes y ont pris part. Reportage à suivre. Voilà pour les titres. Bienvenue. Avant tout cela, le chef de l'État, Faure Essozimna Gnassingbé, a présidé le Conseil des ministres tenu ce jour à Lomé. Au menu, examen de 4 projets de décret. Le Conseil a aussi écouté 4 communications. Madame le Premier ministre a, à l'entame de ce Conseil, félicité au nom des membres du gouvernement le chef de l'État pour son leadership reconnu par l'OMS pour avoir éradiqué 4 maladies et sa politique en matière de santé au Togo. Le compte-rendu avec le ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akoda Ayewadan. Du Conseil des ministres du 25 août 2022. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jeudi 25 août 2022 sous la présidence de son Excellence M. Faure Essozimna Gnassingbé, président de la République. À l'entame du Conseil, Madame le Premier ministre a présenté au nom du gouvernement et en son nom propre les admirations du gouvernement à son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour la reconnaissance accordée à notre pays par l'Organisation mondiale de la santé pour avoir éliminé 4 maladies tropicales négligées. Elle a souligné la qualité du leadership du chef de l'État qui a permis la mise en œuvre des stratégies idoines pour l'élimination du ver de Guinée, de la filariose lymphatique, de la trypanosomiase humaine africaine, du trachome qui était endémique au Togo, maladie qui touche essentiellement les populations les plus vulnérables. Le Conseil a ensuite examiné 4 projets de décret et écouté 4 communications. Au titre des projets de décret, le Conseil a examiné et adopté en 2e lecture le projet de décret fixant les modalités de détermination des redevances pour services rendus par l'Agence nationale de l'aviation civile, ANAC. Ce décret définit les conditions dans lesquelles l'administration de l'ANAC peut définir l'assiette et les modalités des redevances. Ce projet de décret vise à préciser le cadre général dans lequel ces redevances sont perçues, tout en tenant compte de la compétitivité de notre plateforme aéroportuaire et des règles internationales régissant la matière. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret relatif à la qualification des prestataires de services de confiance de cybersécurité et des produits de sécurité et à l'agrément des centres d'évaluation. Le gouvernement, au cours de ces dernières années, a opéré des réformes structurelles dans le domaine du numérique, répondant ainsi à l'ambition de faire du Togo une référence régionale dans le digital. À cet effet, une attention particulière est accordée à la cybersécurité dans le but de faire de notre pays un modèle dans ce domaine. C'est dans cette dynamique que s'inscrit le présent décret dont l'objectif est de déterminer
les règles relatives à la procédure de qualification des prestataires de services de confiance de cybersécurité et des produits de sécurité, ainsi qu'à la procédure d'agrément des centres d'évaluation. Son adoption permettra d'assurer une efficacité dans la sécurisation des systèmes d'information des administrations et opérateurs de services essentiels. Le Conseil a ensuite examiné et adopté un projet de décret portant Code de bonne conduite des représentants de l'État dans les organes de gouvernance des entreprises publiques, des établissements publics nationaux et dans les comités, ainsi que dans les entreprises privées à participation publique. S'inscrivant dans la dynamique de poursuite des actions de modernisation de notre pays, et plus spécifiquement de renforcement de ces structures, ce décret définit les règles et obligations qui régissent l'exercice de la fonction du représentant de l'État dans les organes de gouvernance des entreprises publiques, des établissements publics nationaux et dans les comités, ainsi que dans les entreprises privées à participation publique. Son adoption permettra de maintenir le respect des principes d'intégrité, de loyauté et de professionnalisme des représentants des ministères au sein des organes de gouvernance et ou comités. Le Conseil a enfin examiné et adopté un dernier projet de décret fixant le taux, les modalités de recouvrement et d'affectation de la redevance de régulation du système des marchés publics. S'inscrivant dans la continuité des réformes visant à améliorer le climat des affaires et le cadre normatif de la commande publique, le présent projet de décret vise à baisser le taux de la redevance des marchés publics. Ainsi, ce taux de redevance des marchés publics passe de 1,5% à 0,75%. Cette baisse significative permettra d'alléger le poids des charges des opérateurs économiques et titulaires d'un marché public. Ces redevances permettront en outre de renforcer les capacités du système des marchés publics et de garantir l'autonomie financière des organes de gestion des marchés publics. Ces ressources aideront à assurer une efficacité de ces organes dans leurs différentes missions. Au titre des communications, le Conseil a écouté une communication relative à l'évolution de la pandémie à la COVID-19 au Togo, présentée par le coordonnateur national de la gestion de la riposte. La présente communication vise à informer le Conseil de l'évolution de la pandémie dans notre pays. Cette évolution est marquée par un ralentissement des contaminations qui rend nécessaire une adaptation des actions et mesures de riposte. Tout en appelant au maintien de la vigilance et à une adhésion à la campagne de vaccination en cours, le Conseil a instruit pour un allègement des mesures tant sur le plan sanitaire qu'organisationnel. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative à la promotion des activités physiques et sportives de masse et à l'instauration d'une journée du sport, présentée par le ministre des Sports et des Loisirs. La présente communication vise à solliciter l'autorisation du Conseil pour l'instauration de la journée du sport. En effet, le renforcement de la pratique des activités sportives par la population togolaise permettra de prévenir et de maîtriser les maladies non transmissibles, notamment l'obésité, le diabète, l'hypertension artérielle, les problèmes cardiovasculaires et psychologiques. À travers l'instauration d'une journée au moins par mois consacrée au sport populaire, le gouvernement exhorte toutes les couches socio-professionnelles de notre pays à pratiquer des activités physiques et sportives afin d'améliorer le bien-être et la bonne santé pour une meilleure contribution au développement du pays. Le Conseil a ensuite écouté une communication relative au processus
de renouvellement des instances du Conseil national de la jeunesse, présenté par le ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes. Cette communication a pour objectif de faire part au Conseil du lancement du processus électoral en vue du renouvellement du bureau exécutif national du Conseil national de la jeunesse, arrivé en fin de mandat. Elle a permis de présenter la nécessité d'adapter le décret déjà existant au contexte actuel en tenant compte de la décentralisation. Pour rappel, le Conseil national de la jeunesse est une institution servant de cadre de concertation pour les jeunes en vue d'assurer leur pleine et effective participation au processus de développement du Togo. Le Conseil a enfin écouté une communication relative à l'état d'exécution des projets d'investissement au 31 juillet 2022, présentée par le ministre de l'Économie et des Finances. L'analyse de la situation des projets d'investissement du budget de l'État au 31 juillet 2022, base engagement, montre une évolution des taux d'exécution des 10 projets dans les différents ministères. Le Conseil a salué cette avancée et a instruit les ministres à continuer un suivi régulier des performances de leur département afin d'accélérer la mise en œuvre des projets indispensables à l'inclusion sociale et à la création d'emplois. Fait à Lomé, le 25 août 2022, le Conseil des ministres. Le Conseil a écouté une communication relative à la promotion des activités physiques et sportives de masse et l'instauration d'une journée du sport présentée par le ministre des Sports et des Loisirs. Il s'agit de solliciter l'autorisation du Conseil pour l'instauration de la journée du sport au Togo. Quelles sont les raisons qui motivent ce choix? Extrait de réponse du ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement, professeur Akwada Ayewadon. Vous le savez, comme moi, le sport est un vecteur de paix, c'est un vecteur social fort, mais c'est également un vecteur économique, c'est un vecteur aujourd'hui de santé publique d'ailleurs. Et le gouvernement a bien noté l'engouement de nos populations au sport de masse. Vous savez, peu avant la pandémie, on pouvait rencontrer beaucoup de nos compatriotes, que ce soit les samedis ou les dimanches, et même en semaine, pratiquer des activités sportives. Et de ce fait, le gouvernement a voulu accompagner ce mouvement-là en mettant en place une journée, au moins par mois, cela n'est pas encore fixé, une journée au moins par mois pour rendre encore plus visible l'engagement de nos concitoyens dans les activités sportives. On le sait, aujourd'hui, pratiquer une activité sportive régulière nous permet d'éviter certaines maladies et nous permet également de conserver une santé forte, parce que lorsque vous êtes en bonne santé, évidemment, vous pouvez agir sur la destinée de votre pays en travaillant, en réfléchissant, en faisant d'autres choses. Donc, aller dans ce sens-là, c'est d'abord éviter un certain nombre de maladies, c'est aussi créer de la cohésion sociale au sein de nos populations et tirer le meilleur parti des activités sportives. Et l'intégralité de la conférence de presse animée à la suite du Conseil des ministres tenu ce jour est à suivre en fin d'édition. Nous l'annoncions en titre, la 7e réunion de la 2e session de l'année 2022. Les travaux ont porté sur la politique de protection de l'environnement au Togo. Le ministre Katari Folibazi a fait une communication et a répondu aux préoccupations des responsables des partis politiques réunis au sein du CPC. Tchaznambaga. Grand oral du ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, Folibazi Katari, devant les membres du cadre permanent de concertation CPC. Pour cette 7e réunion de la 2e session de l'année 2022, les préoccupations se sont focalisées sur la politique de protection de l'environnement au Togo.
Nous sommes appesantis sur la politique et les propositions de solutions qu'on peut avoir pour alors sauver notre environnement, qui doit être un environnement sain pour l'homme et pour sa santé. Pour ce noble objectif, le gouvernement a décidé de mettre le développement durable et l'anticipation des crises futures au cœur des priorités du pays d'ici à l'horizon 2025. Cette ambition, contenue dans la feuille de route, se décline en 2 projets. L'un porte sur la réponse aux risques climatiques majeurs et l'autre sur le programme de mobilité verte. Elle est également assortie d'une réforme majeure de la législation environnementale. Nous avons eu de bons échanges et nous ferons des recommandations au gouvernement après ces échanges avec le ministre. En matière de protection de l'environnement, le gouvernement s'est engagé conformément à la décision audacieuse du chef de l'État du 12 mai 2021 de planter 1 milliard d'arbres d'ici à l'horizon 2030. Le Togo envisage également reconstituer le couvert forestier à 25% d'ici à 2025. Sur le plan international, le Togo s'est engagé de porter sa contribution de réduction des gaz à effet de serre de 11,14% en 2015 à 50,57%, soit une réduction de 20,51% de manière inconditionnelle sur les ressources propres et 30,6% avec l'appui des partenaires. Le réseau togolais de l'évaluation se tient à Lomé. La rencontre porte sur l'évaluation et l'efficacité des politiques de développement. Représentants des institutions de la République, ministères et sociétés civiles y prennent part. Des recommandations sont attendues à la fin de la réunion pour un système d'évaluation plus efficace des projets et programmes en faveur des populations. Marie-Ange Bida. Tout est parti de constat en 2012. Faible évaluation des politiques publiques, manque de professionnels dans le domaine. Pour changer la donne, le réseau togolais de l'évaluation, RETEVA, forme populations et gouvernants sur la pratique de l'évaluation. En un peu plus de 10 ans, que de progrès réalisés. D'où la tenue de ce forum sur l'évaluation et l'efficacité des politiques de développement. Ça permet aux décideurs d'avoir du contenu pour améliorer les politiques publiques. Les recommandations seront versées dans un document que nous transmettrons officiellement au ministère de la Planification, à la présidence de la République et à toutes les institutions publiques, privées et organisations internationales pour mieux justement corriger les inégalités dans le déploiement des programmes au Togo. Secteur public, privé, société civile, tous prennent part à cette rencontre qui devra leur permettre d'optimiser leurs connaissances. Mieux cerner la pratique de l'évaluation ne sera que plus bénéfique aux populations. Face à l'ampleur de la pauvreté et à la demande sociale, le Togo a adopté l'approche de gestion axée sur les résultats qui permet une meilleure allocation et un meilleur contrôle de la gestion des ressources de façon à garantir leur utilisation efficiente pour améliorer la fourniture des services publics de qualité à la population. C'est le lieu d'exprimer ma profonde gratitude au président de la République pour son leadership affirmé dans le pilotage des actions de développement et dans le renforcement de la chaîne de planification, programmation, exécution, suivi et évaluation. Le RETEVA, créé en 2013, regroupe une 50aine de membres. Ce forum, financé par le PNUD, balise la voie à la 2e édition de la semaine de l'évaluation. Elle se tiendra en novembre prochain à Lomé. Registre santé avec la réunion du conseil d'administration de l'Alliance du vaccin Gavi qui a eu lieu à Genève en Suisse. 2 mois après, les ministres de la santé des pays francophones et lusophones d'Afrique bénéficiaires des programmes de cette organisation se concertent à Lomé. Séance de travail en marge de la 72e session du comité régional OMS Afrique pour faire le point et définir de nouvelles perspectives. Ulrich Amiga. Autour de cette table, des ministres de la Santé des 20 pays bénéficiaires de l'Alliance pour les vaccins Gavi. Au menu, un accès des pays africains aux vaccins, le processus d'éligibilité, le financement, le modèle de soutien qui leur est accordé, mais également Gavi 5.1, qui est la nouvelle stratégie de Gavi qui permettra non seulement
d'intégrer la vaccination Covid au sein de la vaccination de routine, mais aussi de permettre que les pays continuent de vacciner leur population à haut risque. Nous avons convenu de mieux de nous organiser, de travailler à faire en sorte que le conseiller spécial qui est dédié pour accompagner les deux représentants, que son recrutement soit porté à terme, que chaque ministre de la Santé puisse identifier un point focal qui pourrait travailler techniquement avec ce conseiller spécial en amont pour préparer les réunions stratégiques que nous-mêmes, ministres de la Santé, nous aurons afin de nous préparer pour la tenue des conseils d'administration pour que, in fine, la voix de l'Afrique, la voix de la circonscription puisse davantage être entendue. La pandémie au Covid-19 qui sévit depuis plus de 2 ans a mis à mal le système sanitaire des pays africains. Elle a aussi exposé leurs faiblesses. Les dirigeants du continent se préparent désormais à toute éventualité face aux défis sanitaires de plus en plus grandissants. Maintenant que le vaccin palu est disponible, les pays commencent déjà à manifester leur intérêt. Il y a le vaccin contre la méningite, la fièvre jaune, tout ce qui est autour de la diphtérie, tétanos, coqueluche. Des sujets qui ont fait objet de discussion en juin dernier à Genève, lors de la session du conseil d'administration de l'organisation. Priorité accordée au bien-être des populations. Intéressons-nous maintenant à la poliomyélite. Cette maladie menace de plus en plus la région Afrique. Et depuis 2 ans, des cas ont été signalés dans certains pays. Et la 72e session de l'OMS Afrique a permis de partager les expériences en la matière afin de mettre au point des stratégies plus efficaces. Antoinette Omao-Vovor nous en dit plus. Alors que la région Afrique a été certifiée exempte de poliovirus sauvage en 2020, de nouveaux cas ressurgissent dans la région. Les raisons. À partir de mars 2020, nous avons eu malheureusement la pandémie due à la Covid-19 qui a négativement impacté toutes les activités relatives à l'éradication de la poliomyélite. Et donc la vaccination de routine n'a pas été mise en œuvre comme nous le souhaitions. Et les campagnes de vaccination contre la poliomyélite que nous avons programmées lorsque nous avons isolé des cas de poliomyélite dans certains pays ont été suspendues du fait de cette Covid-19. Et donc cela fait le lit de l'expansion du poliovirus au niveau de certains pays africains. La poliomyélite, maladie virale très contagieuse, touche en général les enfants de moins de 5 ans. Une dizaine de nouveaux cas ont été recensés depuis 2 ans. L'OMS actualise ses stratégies pour faire face à une menace persistante. Ce que nous avons mis en place pour aider les pays à arrêter définitivement cette circulation, c'est d'abord le renforcement de la surveillance pour pouvoir détecter tous les cas de paralysie flasque aiguë et donc de les techniquer au laboratoire et de savoir s'il s'agit des cas de poliovirus et de réagir rapidement. En plus de la surveillance des paralysies flasque aiguë, nous avons conseillé aux pays de renforcer leur surveillance environnementale parce que ce virus peut circuler également dans l'environnement. Mais si on détecte le virus, on doit réagir rapidement pour pouvoir stopper la circulation de ce poliovirus. Et donc, nous supportons les pays à réagir très très vite avec le vaccin que nous mettons à leur disposition. C'est de former les acteurs nationaux aux procédures standards opératoires révisées de l'OMS, mais du partenariat d'une manière globale pour pouvoir gérer les épidémies de polio. Mais également de renforcer les capacités des nationaux en les formant et de faire même les simulations là où il n'y a pas de poliovirus. Le Togo vient d'achever une campagne de vaccination. 1 800 000 enfants ont été touchés. La vaccination de routine se poursuit également. Il est question de réussir à maintenir la certification. Nous avons la chance au Togo que nous voulons maintenir le fait que nous n'avons pas de virus sauvage. Nous avons changé le vaccin. Nous sommes en campagne là avec le nouveau vaccin. On parle beaucoup aux mamans, on parle maintenant aux papas pour qu'ils amènent leurs enfants se faire vacciner. La vaccination qu'on dit en campagne là, c'est un plus où on va rattraper éventuellement les enfants. On rajoute encore une nouvelle dose.
Tant que la poliomyélite n'est pas éradiquée, les pays ont l'obligation de maintenir la surveillance pour réduire les risques. C'est par ces mots que la directrice régionale de l'OMS pour l'Afrique, Dr Moueti, veut maintenir allumée la flamme de la lutte contre cette maladie invalidante. L'organisation sait que pour réussir, cette stratégie doit être pleinement mise en œuvre dans toutes les régions et être intégralement financée, tout en sachant que tant qu'un enfant est infecté, c'est la lutte dans toute la région qui est compromise. Les maladies cardiovasculaires et les AVC sont également au centre des discussions à la 72e session de l'OMS Afrique. Antoinette Omao-Vovor s'est entretenue dans ce sens avec professeur Mofou Bello, chef de division de la surveillance maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Bonjour professeur. Bonjour madame. L'une des problématiques exposées au cours de cette session de l'OMS, on a parlé des maladies non transmissibles. Et parmi ces maladies non transmissibles, il y a les AVC. Dites-nous, qu'est-ce qui explique que l'on parle aujourd'hui des AVC, anciennement maladies des seniors, chez les jeunes et même chez les enfants? Les accidents vasculaires cérébraux, comme vous le savez, prennent de plus en plus de l'ampleur dans nos pays, non seulement en Afrique, mais dans le monde entier. Cette maladie, avant on disait que c'était une maladie des personnes âgées, oui. Donc les seniors. Mais aujourd'hui, on peut en trouver chez même le nouveau-né. La plupart des facteurs de risque en rapport avec la maladie sont liés à ce facteur de risque qu'on dit facteur de risque modifiable, donc lié à nos comportements. En premier, le chef, c'est l'hypertension artérielle, qui est en ligne, suivi de la sédentarité. La sédentarité, absence de sport et autres. Le diabète, l'obésité, l'alimentation déséquilibrée. Et après, nous allons voir les réelles causes qui sont des maladies qui touchent le cœur, les vaisseaux qui vont vers le cerveau et le sang. Dites-nous, au Togo, vous avez donné les statistiques. Comment se fait la prise en charge? Au Togo, comme dans la plupart des pays africains, la filière de prise en charge se met en place progressivement. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un AVC ou bien paralysé d'un côté ou tombe, la première chose à faire, c'est d'appeler un centre, un numéro vert. Et après l'appel, c'est une ambulance qui va récupérer la personne, l'amène dans une structure de santé pour qu'un neurologue prenne en charge cette personne-là. Dans nos pays, cette filière, comme je l'avais dit tout à l'heure, parfois elle n'existe pas, parfois elle existe de façon informelle. Et donc nous devons formaliser ces filières de prise en charge des AVC. Et donc, comme je le disais, vous arrivez à l'hôpital, il faut faire un scanner du cerveau, il faut faire d'autres examens et le médecin doit agir avant la 4e heure. La 4e heure pour sauver le cerveau. Au-delà de ça, les cellules se détériorent et donc le handicap se constitue et il est difficile, par le biais de la kinésithérapie, d'arriver à faire récupérer le patient. Quel est le coût du traitement? Quelle est la chance de s'en sortir? La chance de s'en sortir dépend de la rapidité d'action. Il ne faut pas perdre le temps. Chaque minute compte. Donc quand on est touché par cet AVC, il faut aller directement vers une structure hospitalière. Et en ce moment-là, le premier contact, ce sera un agent de santé qui permettra par ses actions de mettre en place des protocoles qui permettent au cerveau de récupérer progressivement. À 0 francs, on peut l'éviter. Oui. À 0 francs. En ayant de bonnes pratiques sur lesquelles je vais arriver tout à l'heure. Oui. Mais lorsqu'on laisse installer les facteurs de risque et qu'on est touché par la maladie, nous avions fait une étude qui, en 2005, elle est vieille cette étude, ce qui nous a permis de dire que lorsque vous êtes touché par un AVC,
vous allez dépenser environ 1 500 000 CFA le premier mois, de par les examens, de par les médicaments et l'hospitalisation, la rééducation. Et chaque mois, vous pouvez dépenser 150 à 300 000. Alors vous voyez, ça coûte cher, non seulement en termes de financement, mais également en termes de vie et en termes de handicap. Parlons de la prévention. J'imagine que l'humain peut jouer un grand rôle dans la prévention des AVC. Il faut communiquer, renseigner sur les facteurs de risque pour que la population arrive à suivre nos recommandations. En premier, avoir un médecin de famille. Aller le voir pour que, même si on n'est pas malade, voir si on a des facteurs de risque. Si on a des facteurs de risque, la prise en charge est faite. Même si on n'en a pas, on va bénéficier des conseils pour pouvoir rentrer dans le cercle vicieux de ces facteurs de risque qui sont en premier, comme je l'avais dit, hypertension artérielle. Nous devons manger moins gras, moins sucré et moins salé et pratiquer une activité physique. Merci beaucoup, professeur, chef division de surveillance maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Je vous remercie. Hors du Togo, en Éthiopie, des combats ont repris dans le nord du pays, dans des zones frontalières de la région du Tigré, entre rebelles tigréens et gouvernement fédéral. Les deux parties se rejettent la responsabilité d'avoir brisé une trêve observée depuis 5 mois. Alors que les combats qui opposent l'armée fédérale éthiopienne et les rebelles au Tigré ont repris, la communauté internationale craint une reprise du conflit à grande échelle. Mercredi, de nouveaux affrontements se sont déclarés dans des zones des régions de l'Amara et de l'Afar, dans le nord de l'Éthiopie. Ces derniers ont mis fin à 5 mois de trêve. Au lendemain de ce retour à la violence, le gouvernement éthiopien et les autorités rebelles du Tigré s'accusent mutuellement d'avoir déclenché ce nouveau duel. Il n'y a rien de plus grand que la paix. La guerre prend des vies, de l'argent et endommage le pays. Et puis nous deviendrons un jouet pour n'importe qui, pendant que nous sommes occupés à nous entretuer. Mais il y a une chose qui s'appelle donner et recevoir. Si nous pensons vraiment aux Éthiopiens, si nous aimons vraiment notre pays, nous ne devrions pas être en guerre. Nous savons ce qu'est la guerre, nous l'avons déjà vécu. La politique est un jeu de connaissances et d'art. Et nous devrions utiliser cela et venir à la table des négociations. Cela devrait être la base de l'Éthiopie. Et nous devons tirer des leçons des autres pays qui ont été endommagés par la guerre, comme la Syrie et d'autres. Dans un communiqué daté de mercredi, les autorités rebelles du Tigré ont simplement indiqué que les forces gouvernementales n'avaient pas réussi à briser leur ligne de défense. La communauté internationale redoute la fin des perspectives de négociations suscitées en juin. Le conflit, qui dure depuis 21 mois, a fait plusieurs milliers de morts et plus de 2 millions de déplacés selon les Nations Unies. Revenons au Togo avec le sport, la lutte traditionnelle codifiée qui s'est déroulée à Ablita, une initiative des cadres de cette préfecture pour promouvoir la paix et la cohésion sociale. Plusieurs équipes ont pris part à cette épreuve sportive. Désiré Aloy. Traditionnel codifié, première édition à Bleta, rencontre festive à mettre à l'actif des cadres de la préfecture. Simbia Laza, dans un combat d'exhibition, s'est incliné devant le champion du Togo, Bikilwe Agnala. Après les préliminaires, la finale tant attendue est organisée dans 5 catégories. Sont 6 kg, 76, 86, 100 et 120 kg. Devant un public qui a fait massivement le déplacement du terrain du centre des jeunes de Blita. Chaude empoignade. Pour espérer soulever la coupe. Au classement individuel, Abouzi Kao, God Kitu, Simbia Laza et Madjedou Samson, espoir de Blita, remportent la médaille en or dans les catégories 66 kg, 86, 100 et 120.
Sotouboua relève ce défi dans la catégorie 116 kg. Au niveau de la médaille en argent, 4 sur 5 sont restés dans la préfecture de Blita. Awesso Magnoudéou de Sotouboua sauve l'honneur dans la catégorie 120 kg. Même observation faite au niveau de bronze, sauf dans la catégorie 106 kg, où Ignace Guiheu fait honneur à Sotouboua. Au classement par équipe, Bawa occupe la 3e place et enlève la médaille en bronze. Sotouboua s'accapare de la médaille en argent. Blita est premier avec la médaille en or et soulève la coupe. Nous avons pris la coupe, nous sommes très contents. On va travailler, puis c'est ça. Et nous avons gagné plus de points parce que la lutte là m'intéresse beaucoup. Parce que ça là, il n'y a pas ça à Blita. Une compétition bien appréciée par la Fédération togolaise de lutte codifiée. Je vais dire qu'elle a été une réussite parce que je ne croyais pas que les choses allaient se passer ainsi. Vraiment, j'ai vu la qualité technique des athlètes qui m'ont tellement surpris. Par cette compétition, les cadres de Blita entendent mettre ensemble les populations et surtout les jeunes au travers de ce jeu, un sport qui développe la communication et le vivre ensemble. Nous avons placé cet événement sous la thématique de la paix, sous le concept de la paix, parce que nous, et notre manière, c'est notre choix par lequel nous voulons lutter contre l'extrémisme violent et toutes les autres menaces qui pèsent sur les sociétés paisibles. Sport et culture, ensemble pour égayer le public. L'intégralité de la conférence de presse animée à la suite du Conseil des ministres ce jour est à suivre dans nos prochaines éditions. Ainsi se termine ce journal. Merci de votre attention. Dans un instant, la météo. L'actualité revient à 22h30 avec Yata Aratem. Très belle soirée à vous.